Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr pour en savoir plus sur notre projet. Et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser une appréciation sur votre application de podcast. On aime les feedbacks. La frontière avec la Germanie n'a jamais été stable. Même si les Romains et les Germains font du commerce depuis des siècles, on échange de l'or, des bœufs ou des coups de glaive. Ça dépend du moment en fait. Mais la situation conflictuelle avec les Alamans, elle, n'a fait qu'empirer depuis le début du IIIe siècle. Si l'empereur Alex a peut-être essayé de négocier une paix avec la Grande Confédération des Germains du Sud, son successeur a un autre projet, un peu plus décapant. Maximin le Thrace a décidé de faire payer les Alamans en cet été 235. Et ici, je ne parle pas d'or, soyons bien clairs. De toute façon, les Germains harcèlent la frontière depuis des années et sont devenus la bête noire des locaux. Et le nouvel empereur a également besoin d'une victoire militaire contre eux pour consolider son pouvoir après son coup d'État du mois de mars, vis-à-vis du Sénat et des légionnaires. Maximin n'a que des bonnes raisons, en fait, d'aller leur donner une bonne correction. Ce n'est pas le genre à refuser de se salir les mains, comme nous allons le voir dans cet épisode. L'opération militaire géante que Maximin décide de déployer en 235 de l'autre côté du Rhin est massive. Le nouvel empereur décide de faire passer, en direction du Bade-Wurtemberg actuel, plusieurs légions pour débuter une campagne géante contre l'ennemi barbare. Une armée romaine très entraînée et composée de pas mal de vétérans des guerres de Mésopotamie envahit le territoire des Alamans dans le sud de l'Allemagne actuelle. Une force assez considérable, dirigée par un homme expérimenté et très motivé pour s'acheter du crédit politique, même au prix de leur écrasement, ou plutôt surtout grâce à leur écrasement. Autant dire que pour les Alamans, le retournement de situation est brutal. Il y a encore quelques mois, ils étaient sur le point de se faire payer une trêve par l'empereur Alex. Mais le nouvel empereur a, lui, décidé de leur faire payer leur audace, au minimum pour s'assurer la popularité nécessaire auprès des vrais soutiens de son régime, c'est-à-dire son armée. Devant la masse de soldats qui envahissent leur territoire, il n'y a qu'une option crédible pour les Alamans, c'est la retraite. La retraite tous azimuts des hommes qui le peuvent dans les profondeurs du territoire, au fin fond des forêts d'Allemagne du Sud, dans les zones montagneuses ou au milieu des marécages. Les barbares se retirent avec leurs possessions et leurs familles pour éviter le contact direct avec les légions. Non seulement pour sauver leur vie contre un ennemi qui cherche autant à se venger qu'à faire du butin, mais aussi pour utiliser la seule arme dont ils disposent pour lutter contre l'envahisseur, c'est-à-dire tenter de les frapper par surprise à coups d'embuscade. Oui, donc ce que tu nous décris là, c'est le début d'une guerre asymétrique, la guérilla, quoi. Devant un ennemi supérieur numériquement et logistiquement qui occupe son territoire, une force surclassée peut utiliser le terrain et le harcèlement pour affaiblir l'ennemi et lui faire lâcher prise. Mais est-ce la seule tactique possible pour les Alamans afin d'enrayer le rouleau compresseur romain? Apparemment oui, mais une grande déception attend nos Alamans et leur stratégie à base de camouflage et d'embuscade le temps que l'orage romain passe. Maximin le Thrace est venu en Germanie avec un objectif clair en tête. Il est venu pour la victoire dont il a besoin politiquement. Si la seule option pour les Romains consiste à mener une campagne de pillage pour éradiquer la menace germanique, Maximin le Thrace n'est pas homme à se laisser décourager par ça. Puisque les Alamans ne lui laissent que l'option de vivre sur le pays et de brutaliser la région entière, Maximin donne carte blanche à ses troupes. Et les Romains commencent donc une véritable campagne de terreur à travers toute la sud de l'Allemagne actuelle. C'est un déchaînement de violence contre les soldats, mais aussi la population sans défense que l'empereur déclenche devant la stratégie d'évitement des troupes alémaniques.
Les légions romaines vont passer plusieurs semaines à brûler tous les villages, s'emparer de tout le bétail, traquer les hommes, les femmes et les enfants pour se constituer un stock d'esclaves. Une campagne de destruction massive qui s'étend sur des dizaines, des centaines de kilomètres carrés. Une campagne qui ne connaît pas de frein, vu que le général et les soldats ont le même objectif. Maximin veut soumettre les Alamans et les légionnaires s'enrichir en accumulant butin et esclaves, sans compter un désir de se venger pour certains des raids des années précédentes. On voit mal les raisons qui les retiendraient de lâcher leur fureur contre leurs ennemis. L'armée romaine s'enfonce donc dans leur territoire, pénétrant plus loin en Germanie que n'importe quelle force depuis la tentative d'Auguste de transformer le pays en province romaine il y a plus de 2 siècles. Et pendant plusieurs semaines, ils relèvent le défi des Alamans, ravageant leur territoire, massacrant tout ce qu'ils trouvent en attendant de voir combien de temps les barbares vont supporter de voir leur pays livré aux flammes. Les auteurs romains n'ont pas l'air trop tristes de nous raconter ça. Quand ils disent que l'armée met le pays à feu à sang, on imagine facilement que ce n'est pas une figure de style. Mais bon, tout ça semble apparemment assez normal à leurs yeux. J'imagine que le capital sympathie dont disposent les Alamans arabes ne doit pas être bien lourd en ce début de IIIe siècle. Et puis les règles de la guerre sont sans doute assez différentes des nôtres de toute façon à cette époque. Et la question, pour toute guerre de type guérilla, c'est évidemment de savoir qui va craquer le premier. L'agresseur qui vient en force mais qui opère sur un terrain hostile, ou l'agressé qui peut survivre plus facilement sur son propre territoire, mais voit son pays partir en flammes. Eh bien, à ce petit jeu, ce sont les Alamans qui vont flancher les premiers, car l'ampleur des destructions de Maximin le Thrace vont les amener à prendre des risques au bout d'un moment. Au fil de l'été, les Alamans harcèlent l'armée romaine avec de plus en plus de vigueur, en choisissant toutes les bonnes occasions pour tenter des attaques ciblées sous la forme d'embuscades. L'idée est de saigner progressivement l'ennemi qu'on ne peut pas écraser dans une bataille rangée. Mais, à force de chercher à grignoter les Romains, les Alamans vont finir par provoquer un affrontement massif, une situation qui n'est pas tactiquement à leur avantage. Et étonnamment, nous avons trace non pas d'une, mais de 2 batailles générales, batailles à la fois similaires et très différentes. La première, c'est celle qu'on appelle la bataille de la Tourbière, qui est rapportée par les textes romains sans qu'on puisse la localiser précisément. Quelque part en Germanie, peut-être jusqu'en Basse-Saxe sur les bords du fleuve Vézère, si on en croit l'histoire Auguste. Une zone marécageuse d'où les Alamans mènent leurs raids incessants contre les Romains. Mais c'est là, après des semaines de pillage et d'embuscades, que la chance de Maximin va tourner. Après une nouvelle escarmouche des Alamans contre un détachement de l'armée romaine, près d'un marécage, les barbares rompent l'engagement et font retraite. Et dès qu'ils s'enfoncent dans les marais, qu'ils sont les seuls à connaître, les troupes romaines prennent peur et n'osent évidemment pas les suivre et préfèrent abandonner plutôt que lancer la poursuite. Oui, alors là, peut-être faut-il nuancer le rapport des légionnaires soi-disant terrifiés. Se lancer à l'aveuglette dans des marécages inconnus est un plan dangereux pour n'importe quelle armée. Donc on peut assez facilement comprendre que ces soldats romains hésitent. Et puis surtout, la force de la Légion, c'est la cohésion de ces formations, qui leur a toujours donné l'avantage tactique en bataille rangée contre un adversaire, même numériquement supérieur. Lancer une poursuite dans un marécage, c'est abandonner cet atout. Ce n'est donc pas surprenant que les Romains les laissent se retirer à travers les marais pour se regrouper plus loin. D'ailleurs, c'est sans doute la tactique standard imposée par les généraux des légions, et pour de très bonnes raisons. Et puis, ça va donner le beau rôle à l'empereur, en plus, dans la suite de l'histoire. Car Maximin le Thrace ne va pas laisser passer une occasion pareille. Il a besoin d'une victoire et vite pour asseoir son autorité sur toute l'armée et sur le Sénat romain. L'empereur ne peut pas se permettre de rentrer bredouille d'une campagne d'une telle ampleur sans remporter un succès clair et net sur les barbares, et cette petite guerre d'usure qui grignote ses troupes et son prestige a sans doute déjà assez duré. Lorsque Maximin arrive en personne sur la zone de l'affrontement et voit les Alamans se retirer tranquillement sans être poursuivis par les légionnaires, il n'hésite pas une seconde. Difficile de dire si c'est une réaction de rage ou s'il veut susciter une réaction de ses troupes. Quoi qu'il en soit, l'empereur fonce sur son cheval, droit dans le marécage, tout seul, et se met à frapper ses ennemis en retraite du haut de sa monture, à demi enfoncé dans l'eau.
Sauf que des Alamans réalisent en cours de route l'opportunité offerte par le général en chef, englué avec son cheval au milieu du marais. Certains d'entre eux, en tout cas. Ils arrêtent leur retraite tout à coup et reviennent en masse pour encercler et tuer Maximin qui est maintenant tout à fait isolé au milieu du marais. Maximin passe à ce moment-là à deux doigts de la catastrophe. Mais finalement, ne finira pas dans un marécage mis à mort par un groupe d'Alamans enragés. Ça, c'est prévu pour un de ses successeurs, mais on y reviendra. Devant leur empereur en danger, les légionnaires sautent dans le marais à leur tour pour le sauver, et une bataille généralisée s'engage finalement entre les deux troupes au milieu de l'eau. Une bataille qui va durer toute la journée jusqu'à ce que le marais soit noyé dans le sang et couvert de corps, romains et alamans. Il faut dire qu'une retraite organisée est virtuellement impossible dans un environnement pareil, car un soldat fuit difficilement avec les pieds dans la vase et un équipement de plusieurs kilos sur le dos. Donc, ce n'est pas trop difficile d'imaginer qu'une bataille pareille se termine presque forcément par un carnage. Et on apprend que c'est les Romains qui sortent victorieux de l'engagement et détruisent totalement l'armée alémanique durant cette bataille de la Tourbière. Ok, donc fin de l'histoire dans un marais perdu de Germanie. Les Alamans ont fait un mauvais choix tactique en se laissant entraîner dans un engagement frontal avec les légions, comme beaucoup d'autres avant eux. Et malgré leur connaissance du terrain et la fatigue des légionnaires, ils se sont fait pulvériser contre l'armée romaine en bataille rangée. Pari loupé donc. Les auteurs rapportent d'ailleurs, ainsi Maximin retourna victorieux et emmena avec lui quantité de prisonniers. Sympa ce Maximin, il a même pas tué tout le monde, généreux et altruiste comme il est, afin de ramener un paquet d'esclaves à Rome. Et l'histoire devrait s'arrêter là, je suppose. Enfin, peut-être. Eh bien non, en fait, parce qu'en 2008, deux archéologues allemands amateurs ont mis à jour un autre champ de bataille, complètement par hasard en fait, et vraiment mystérieux, puisque cette bataille n'est racontée dans aucun texte, même si Hérodien, un autre auteur romain du IVe siècle, précise que d'autres combats se livrèrent encore, mais sans nous donner plus de détails. Une bataille que les historiens modernes vont donc appeler bataille du Harzorn, du nom d'une colline à 50 kilomètres au sud de la ville de Hanovre, où on a découvert les restes de cet engagement. Un combat dans les traces archéologiques indiscutables ont permis de rouvrir la discussion autour de la campagne de Maximin le Thrace. En particulier, une belle pièce de l'empereur Alex qu'un soldat romain mort sur le champ de bataille devait avoir dans sa poche. Ce qui, obligatoirement, réduit fortement la fenêtre des datations possibles de la campagne qui a pu amener un Romain si loin de chez lui. Les historiens situent désormais cette bataille entre 230 et 240, soit pile au moment de notre histoire. Mais une bataille qui pose un nouveau gros problème, car le Harzorn se trouve à 300 kilomètres de la région initialement imaginée pour la bataille de la Tourbière, dans une région forestière très très loin du limès romain le plus proche. Et la question devient, mais qu'est-ce que Maximin le Thrace pouvait donc bien faire dans le centre de l'Allemagne moderne en 235? Et oui, qu'allait-il bien faire dans cette galère? Mais bon, pour être tout à fait clair, on a là deux théories possibles, une classique et une plus récente. Alors pour la première hypothèse classique, on laisse tomber l'histoire auguste et on accepte que la campagne de Maximin le Thrace est un engagement limité à proximité de la frontière sur le Rhin. Dans cette théorie défendue depuis le 19e par la plupart des historiens, la percée de 500 kilomètres de l'histoire auguste est une exagération totale, car l'armée romaine était soi-disant plus capable d'une projection si loin de ses bases. Mais dans ces conditions, on doit alors imaginer maintenant une deuxième campagne en Germanie, non documentée par les auteurs, et située bien plus au nord que la première, menée personnellement par l'empereur. Un peu compliqué à imaginer, alors que Maximin part dès 236 sur le Danube avec le gros de ses troupes et ne reviendra jamais en Germanie. L'autre alternative consiste à donner du crédit au texte de l'histoire auguste, pour une fois, pourrait-on dire, et placer la bataille de la Tourbière à des centaines de kilomètres au nord-est de Mayence, quelque part en Basse-Saxe actuelle, région réputée d'ailleurs pour ses marais. La deuxième bataille du Harzorn ferait partie de la même campagne géante de Maximin, une opération militaire qui viserait à pacifier bien plus que quelques tribus autour de la Forêt Noire et qui regroupe les deux batailles. On ne peut pas trancher définitivement, mais l'hypothèse de la grande invasion est tout de même plus séduisante et colle aussi carrément mieux avec ce champ de bataille découvert en 2008.
Alors, si on retient l'hypothèse de la bataille de la Tourbière en Basse-Saxe, quel est le scénario le plus probable sur cette deuxième bataille dont aucun texte ne parle? Imaginons qu'une fois la première bataille gagnée en Basse-Saxe, Maximin le Thrace a obtenu ce qu'il voulait des Alamans à la fin de l'été 235, c'est-à-dire une grande victoire, une énorme quantité de butin et la fin de la menace alémanique, voire d'une menace germanique plus large. À ce moment-là, il était temps pour l'empereur de plier bagage et de retourner vers l'Empire avant la fin de la bonne saison. Maxime Maltras a donc décidé d'éviter le territoire qu'il venait juste de traverser quelques semaines plus tôt, vu qu'il venait de piller toute la région de ses récoltes et d'incendier tout le reste comme on l'a dit. C'est le problème généralement du pillage, ça laisse des traces derrière vous. Pour une armée chargée de butin et de prisonniers, un retour par une autre route était nécessaire pour éviter de mourir littéralement de faim durant l'automne 235 et la retraite. Maximin a donc choisi une voie plus septentrionale pour son armée, passant le long du massif du Harz. Alors le Harz, c'est un énorme massif montagneux à l'ouest de Magdebourg et au sud de Hanovre que vous pouvez encore visualiser sur n'importe quelle carte moderne. C'est un véritable obstacle naturel au milieu de l'Allemagne, même pour les autoroutes actuelles. Pour les Romains, il n'y a pas d'autre choix que de contourner ce massif avant de filer vers le sud et de revenir sur Mayence en quelques semaines de marche. Et dans cette hypothèse, c'est là, à l'extrémité de ce massif, entre une colline et un marais, que les Germains ont voulu tendre une embuscade aux Romains. Piège utilisant un terrain favorable pour encercler et annihiler une troupe romaine, alourdie par son butin, fatiguée de la campagne de plusieurs mois, et peut-être pas assez méfiante après sa grande victoire. Encore une fois, ça confirmerait que les Germains étaient peut-être surclassés par la puissance des troupes romaines, mais ils étaient quand même capables de se créer de bonnes occasions pour les frapper en terrain favorable pour eux. En fait, barbare, ça veut pas forcément dire débile. C'est tout à fait vrai. Autant qu'on puisse le reconstituer au vu des éléments archéologiques, le plan des Germains consistait à bloquer la tête de colonne qui venait de s'engager dans le goulet d'étranglement formé par la colline du Harzorn et le marais situé à ses pieds. Un petit espace de quelques centaines de mètres maximum qui peut facilement être défendu par un groupe retranché de Germains pour bloquer tout le passage. Et une fois la tête de colonne bien accrochée dans ce petit espace, une force germanique cachée en haut de la colline aurait dévalé sur les Romains pour les prendre en tenaille et les repousser dans le marais. Et avec cette avant-garde mise en déroute par le surnombre des Germains, on pouvait créer un mouvement de panique à travers toute l'armée et garantir un succès total dans un scénario où tout sourit aux Germains. C'était un plan assez malin tactiquement et les Romains sont tombés pile dans le panneau. Dès le début de la bataille, la tête de colonne s'est fait pilonner par les Germains parfaitement positionnés pour empêcher leur déploiement. Les barbares ont pu les attaquer sur deux fronts en même temps, en bloquant la route qui sortait du défilé et en les bombardant du sommet de la colline. Une nasse terrible qui a dû mettre une pression maximum sur l'avant-garde, incapable de manœuvrer pour reculer et inefficace avec leurs armes de jet, vu leur position. Tu veux dire qu'on aurait retrouvé le site d'une défaite des Romains? Ce serait pas une autre catastrophe type Teutobourg que les chroniqueurs nous auraient caché? Mort de honte? Malheureusement pour les Germains, pas vraiment, car les Romains avaient comme d'habitude plusieurs tours dans leur sac. Enfin, au moins deux que les Germains n'avaient pas assez anticipés et qui vont renverser le cours de cette bataille mystère. D'abord, la discipline. Même accrochée par surprise, même attaquée sur deux fronts, une légion romaine ne cède pas si facilement. La tête de l'armée va résister à l'assaut des Germains en se servant de ses forces habituelles. Sa formation serrée, son rempart compact de boucliers, sa structure en forme de carapace qui peut résister aux assauts furieux si elle reste bien en place. Les Germains ont dû les bousculer dans la première phase de la bataille, mais pas les briser. Et puis l'armée romaine a sorti son deuxième atout. Positionnés un peu en arrière, les légions ont mis en batterie leurs scorpions. Le scorpion, c'est l'ancêtre de la mitrailleuse moderne. Une catapulte de flèches et de pointe à haute vitesse pilotée par un système de ressort à torsion. Des machines facilement transportables qui servaient d'artillerie de campagne aux Romains. Un homme bien entraîné peut projeter 5 ou 6 flèches par minute à très haute vitesse, capable de transpercer un homme à plus de 100 mètres. Dès que les Romains du centre et de l'arrière ont mis leurs scorpions en batterie, ils ont focalisé tous leurs tirs sur le point névralgique du haut de la colline du Harzorn, massacrant probablement un grand nombre de soldats et des chefs germains pilotant l'attaque.
Une rafale meurtrière dont la pluie de pointes métalliques se retrouve encore concentrée sur la colline, 2000 ans plus tard. Et une fois la colline dégagée des ennemis par la puissance de feu romain, les Germains ont perdu leur avantage d'encerclement et ont dû abandonner le terrain comme leur embuscade. Les Romains, eux, n'ont pas traîné non plus, sans doute contents de s'en tirer à bon compte. Ils n'ont même pas ramassé leurs munitions ou les pièces d'argent des poches de leurs camarades, pour la plus grande joie des archéologues, et ont continué leur route de retour pour terminer leur campagne d'avant l'hiver. Pas mal, dis-moi, cette découverte qui, du coup, confirmerait ou rendrait plausible l'histoire Auguste, en supposant que c'est la dernière étape de la campagne de 235 que les auteurs auraient oublié de nous raconter. Ce qui d'ailleurs n'est pas si bizarre. Des batailles de légionnaires, c'est un peu la routine sans intérêt pour les écrivains du 4e ou 5e siècle, sauf en cas de gros choc majeur. Finalement, l'explication la plus logique, c'est que l'opération de Maximin en Germanie était bien plus large que la pacification du territoire frontalier aux mains des Alamans. L'empereur cherchait un succès militaire énorme pour impressionner Rome et son armée. D'où une campagne massive en 235 que les auteurs latins vont résumer en quelques lignes seulement, notamment en se focalisant sur les Alamans et la bataille de la Tourbière. Mais pour en revenir à notre propos, qui donc sont ces Germains de la bataille du Harzorn de Maximin Thrace? Sans aucune trace de cette deuxième bataille dans les textes romains, il est difficile de trancher définitivement. Les traces archéologiques laissées par les combattants germaniques sont absolument impossibles à rattacher à une tribu ou un groupe spécifique. Une première hypothèse consiste à penser qu'en dépit des textes romains qui parlent de l'extermination totale de l'armée alémanique à la bataille de la Tourbière, tous les combattants ne seraient pas morts jusqu'au dernier. Une contre-offensive de type embuscade aurait bien pu être possible. Ça semble un peu difficile à imaginer si la défaite précédente a été aussi gigantesque que les textes nous le disent. Mais c'est possible. Ce n'est pas comme si les histoires romaines étaient toujours d'une précision sans faille au sujet des Germains de toute façon. Mais il y a une autre option intéressante à considérer. Le territoire sur lequel s'est déroulée la bataille mystérieuse du Harzorn se trouve aux frontières d'autres tribus dont nous aurons bientôt l'occasion de parler. Les Chérusques et les Bructères notamment, et d'autres tribus qui feront bientôt partie du monde de nos héros, les Francs. Non seulement la bataille se déroule approximativement sur la zone où est localisé le territoire qui va leur être attribué, en tout cas autant que nous le sachions, mais en plus, leur apparition dans les chroniques romaines est imminente. C'est à partir de 250, c'est-à-dire une vingtaine d'années plus tard que ces événements, qu'on va apprendre au travers d'un texte banal que les Francs forment une menace pour l'Empire et sont en conflit avec Rome. Donc tu te demandes s'ils auraient pu être les auteurs de cette bataille. Après tout, les Francs seront décrits comme les alliés des Alamans dans les prochaines décennies, unis et coordonnés pour attaquer Rome à partir de 250. Le Harzorn serait alors une embuscade tendue par un groupe de Francs, profitant du passage des Romains par leur territoire, essayant de saisir l'aubaine, avec l'aide ou non des Alamans d'ailleurs. Mais bon, sans autre preuve archéologique ou historique, impossible d'affirmer quoi que ce soit. Mais bon, sans aucune preuve archéologique ou historique, impossible d'affirmer quoi que ce soit en la matière, ni d'identifier ces hommes avec certitude. C'est une pure spéculation, bien marrante, avant d'en arriver aux Francs historiquement connus par les textes. Une dernière remarque avant de terminer ce chapitre qui ne vous aura pas échappé. L'armée romaine est loin d'être finie en ce début de IIIe siècle. Quoi qu'en aient pensé les historiens modernes jusqu'à la découverte de 2008, l'épopée de Maximin le Thrace n'est pas juste la blague d'un auteur farceur du IVe siècle. Il ne mesurait peut-être pas 2,40 m, mais il a bien mené ses légions profondément en Germanie, au moins une fois, voire deux. Et ces opérations se sont terminées par la victoire sans appel de l'Empire. La puissance de Rome reste terrifiante quand elle est mobilisée autour d'un seul objectif. Les Alamans, qui n'en demandaient sans doute pas tant avant 235, en ont fait la dure expérience. Mais avec cette démonstration de puissance apparaît aussi une grande faiblesse. Maximin le Thrace n'obtient ce résultat qu'après un grand renversement stratégique. C'est grâce à la fin de la guerre contre les Sassanides et après plus de 2 ans de préparatifs et de réorganisation que l'armée romaine a pu concentrer assez de forces
pour mettre en route le rouleau compresseur en Germanie. Et pour en arriver là, c'est pour le dire. Et pour en arriver là, c'est, pour le dire trivialement, et je suis désolé, il fallait que je la fasse, une sacrée galère. L'Empire romain est encore capable de monter un tel effort en 235 si on lui donne assez de temps, d'argent et pas de distraction à cause d'un autre conflit à gérer ailleurs. Alamans et Germain sauront s'en souvenir. L'attaque frontale contre Rome est une stratégie risquée, même si vous disposez de forêts et de marais pour vous cacher. Un chef décidé, une armée bien organisée et au complet, et la déroute est mémorable, voire les déroutes au pluriel. Les Germains ont encore besoin de conditions plus favorables pour espérer l'emporter, comme attendre le bon moment, car Rome ne peut pas toujours être partout à la fois. Et ça tombe bien, car en parlant de distraction, la fameuse crise du IIIe siècle de Rome va servir aux barbares des conditions parfaites sur un plateau. Rendez-vous avec les Francs au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.